aussi d'autres choses qui font la performance, évidemment, le talent, le travail. Mais c'est vrai que quand on voit ces filles, l'envie de ces filles, et qu'on a pu les critiquer après les championnats du monde, certains disant elles manquent un peu d'envie, de motivation, non, ce n'est pas le cas, en tout cas c'est pas cette piste-là qu'il faut aller chercher. Vous découvrez la liste de départ de la finale. Et c'est vrai que là, elles n'ont pas ménagé leurs efforts, parce qu'elles savent qu'elles ont besoin de ce type de compétition pour s'aguerrir. À propos de champion, l'indo numéro 4, Patrinieri Gregorio, de son prénom, italien, et tout récent champion du monde du 1500 mètres. Si je vous dis qu'il est favori de cette course, je pense que vous pouvez me faire confiance. Au moins là-dessus. Damien Joly, à ses côtés, l'indo numéro 3. Mishka, l'indo numéro 5, récent vainqueur hier aussi, sur longue distance. Ça sera intéressant de voir ce que propose Joris Bouchot, entre autres. Oui, Damien Joly et Joris Bouchot, les deux nageurs français présents dans cette finale. Alors on va dire finale, hein, parce que bien évidemment c'est considéré comme une finale, mais il n'y a pas eu de série. Ce sont tout simplement les temps d'engagement les plus rapides, avec Patrinieri évidemment au milieu, le nageur qui a le meilleur temps d'engagement avec son temps de 14,39. Alors si on regarde eh bien, les temps d'engagement, il a presque 30 secondes d'avance sur les autres. Effectivement, vous l'avez dit, il a été champion du monde la semaine dernière. Patrinieri, son premier titre de champion du monde, il est tout jeune, il a 20 ans. C'est un nageur qui avait été déjà champion d'Europe. C'était en 2012 et de nouveau l'année dernière à Berlin. Et là, il a décroché pour la première fois un titre de champion du monde. Il a fait une très belle semaine à Kazan. On l'a vu déjà sur le 800, titiller Sun Yang jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course. Et puis remporter le 1500. Alors on va dire qu'il n'y avait pas Sun Yang. On sait qu'il a déclaré forfait en dernière minute. Un petit moment assez étrange lors de ces championnats du monde de Kazan. Vous y étiez, Sophie. Vous avez vécu ça comment en direct? Alors en direct, effectivement, on s'est demandé, on n'avait pas du tout été prévenu de ce forfait. La ligne est restée vide, ce qui est quand même incroyable dans une finale de championnat du monde. Et on voyait même les nageurs regarder vers la chambre d'appel et se dire mais il va arriver, Sun Yang, qu'est-ce qui se passe? Parce que même les nageurs en chambre d'appel n'ont pas été informés. Et d'ailleurs, Patrinieri le disait, il a dit après la course, il a avoué avoir été vraiment déstabilisé par l'absence de Sun Yang, parce qu'en plus, il avait réfléchi à sa stratégie de course avant cette finale du 1500 et il avait basé toute sa stratégie sur Sun Yang pour aller battre Sun Yang. Il en aurait probablement, ou peut-être, enfin en tout cas, été capable. On ne le saura jamais, mais en tout cas... On ne le saura jamais, mais quand on voit effectivement le 800 qu'il a fait Patrinieri et quand on sait qu'il est toujours plus à l'aise quand la distance augmente, eh bien, il aurait été un sérieux concurrent pour le Chinois. Patrinieri qui, comme certains, eh bien, a profité de ce titre et de cette très belle dynamique pour confirmer à Moscou quelques jours plus tard en s'imposant de nouveau sur le 1500 mètres et qui va chercher à faire de même et qui devrait, en tout cas qui a absolument toutes les cartes en main pour s'imposer de nouveau ici à Chartres. L'occasion, quand on a un petit peu de temps, de vous parler du programme. Moscou-Chartres. On est en train de boucler la partie européenne de cette édition 2015 de la Coupe du Monde. On va faire une pause pendant une bonne période pour aller chercher une partie plutôt asiatique. Hong Kong, Pékin, Singapour, et ça commence fin septembre. Et puis on va conclure, là encore, l'Asie, notamment avec Tokyo, Doha et Dubaï pour les finales. 3 périodes pour proposer différentes épreuves, différents défis à tous ces nageurs et surtout pour inclure tout ça dans leur préparation et ce fameux calendrier, parce que c'est toujours une année particulière, une année pré-olympique. C'est-à-dire qu'on est sur la fin de l'année pré-olympique et on va entrer dans l'année 2016. Oui, à partir de la fin de cette Coupe du Monde, les nageurs vont prendre des vacances et puis ensuite se projeter vraiment sur la saison prochaine, avec à commencer par cette Coupe du Monde. On sait que les occasions de confrontation sont quand même assez rares. Et là, ces nageurs vont effectivement, pour beaucoup, disputer ces épreuves de Coupe du Monde. Ce seront les dernières confrontations internationales avant les Jeux Olympiques. Puisqu'après, on l'a dit, en début d'année, entre janvier et avril, on est plus effectivement à préparer ces championnats nationaux qui très souvent sont qualificatifs
pour les Jeux Olympiques, pour la grande compétition estivale. Parce qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire que chaque fédération, chaque pays a des formules de qualification différentes, hein, chaque pays choisit. On sait qu'en France, ce seront notamment les championnats de France qui seront qualificatifs. On en parlait déjà ce week-end un petit peu plus tôt. On ne connaît pas forcément tout à fait la formule, notamment pour les distances les plus courtes. Est-ce qu'on souhaite inclure le même schéma avec demi-finale, finale ou pas? Ça, c'est une discussion qui est en train de se faire en ce moment. C'est vrai que à la fois du côté des instances, du côté des coachs, on est en train de tirer, d'analyser ce qui s'est passé à Kazan et puis de réfléchir aux meilleures propositions possibles. Il y a deux options hein, finalement, soit reproduire le programme exact des Jeux Olympiques pour habituer justement les nageurs à une sorte de répétition générale avant les Jeux, avec des séries, des demi-finales, des finales, et puis un programme qui va durer 8 jours, comme la durée des Jeux, ou alors réfléchir effectivement à un programme plus condensé, plus court, sur 5 jours, où là il n'y aurait pas forcément série, demi-finale et finale, mais plutôt série et finale, pour ne pas justement trop émousser non plus les nageurs pendant l'hiver, puisque bien évidemment l'objectif de la saison, ça reste les Jeux Olympiques. Discussion ouverte pour l'instant, aucune décision n'est arrêtée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie lutte pour la première place. Patrinieri, regardez, ne compte que 2 petits centièmes d'avance devant le français Damien Joly et 2 dixièmes devant le tchèque Jan Miška. Et Damien Joly qui est en train de faire une belle course, hein, il réalise une très belle fin de saison. Ça a été une des satisfactions des championnats du monde de Kazan, avec des records personnels, et notamment pour la première fois moins de 15 minutes sur cette épreuve du 1500. Il avait raté de peu la finale, Damien Joly, mais il avait réalisé le 3e temps français de l'histoire, derrière le record de France de Sébastien Rouault et Nicolas Rostouché, qui a déjà nagé lui aussi, qui avait déjà nagé un certain nombre d'années maintenant, moins de 15 minutes. Voilà, mais quand on rentre dans le clan des nageurs capables de nager moins de 15 minutes, on commence à se positionner effectivement pour des finales internationales. Eh bien, regardez, ils sont 3 quasiment dans le même couloir. Patrinieri, Jan Miška et Damien Joly. Égalité. 17 centièmes de retard pour les 2 hommes derrière le tout nouveau champion du monde. Alors, Gregorio Patrinieri, pour la petite anecdote, je disais tout à l'heure qu'il avait remporté son premier titre de champion du monde à Kazan. Et figurez-vous qu'il a quand même été champion du monde pendant quelques jours. C'était en petit bassin, c'était en 2012. Il avait terminé 2e du 1500 derrière le Danois Max Glasner. Et Glasner avait été contrôlé positif. Donc il avait été disqualifié. Patrinieri s'était retrouvé champion du monde de cette épreuve du 1500 et Glasner avait fait appel de la décision et puis il avait été reclassé et donc remis champion du monde. Donc Patrinieri était vice-champion du monde en petit bassin, c'était en 2012. À l'époque, il avait seulement 18 ans. Jolie anecdote, effectivement. Dû y croire pendant au moins quelques heures, voire quelques jours. Patrinieri, toujours leader, ça c'est sûr, et toujours quasiment le plus petit des écarts entre ses poursuivants, entre Jan Miška et Damien Joly. Moins de 2 dixièmes simplement. Joli palais là. Et à propos de longue distance, hein, on rappelle quand même la belle médaille d'or française à Kazan. C'était juste avant la course en ligne. C'était juste avant, effectivement, c'était les épreuves de longue distance avaient lieu juste avant les épreuves de natation course en piscine. Et effectivement, Aurélie Miller a issu d'une très très belle bagarre avec Sharon Van Revendal, et c'était d'autant plus intéressant et émouvant que ces 2 filles s'entraînent ensemble. Avec le même coach. Avec le même coach, avec Philippe Lucas à Narbonne. Et voilà, à l'issue d'une très belle bagarre, Aurélie Muller avait décroché donc ce titre de championne du monde et avait bien lancé la semaine pour l'équipe de France. D'ailleurs, le DTN Jacques Favre n'oublie pas de comptabiliser 7 médailles en plus, en disant bah oui, le classement des médailles, c'est vrai que le classement est fait en course et il est fait autrement avec un nage en eau libre. Et toujours notre trio de tête,
Regardez Michka qui s'est mis complètement de l'autre côté de la ligne d'eau pour faire sa course. Pour éviter au maximum les turbulences. Hein. Oui, et puis bon, pour éviter aussi qu'un nageur se mette dans sa vague. Bon là, ce n'est pas le cas, hein, puisque Paltrinieri est quand même légèrement devant, ou en tout cas au moins au même niveau que Michka. Mais souvent, effectivement, on se met de l'autre côté de la ligne pour éviter que le nageur dans la ligne d'à côté prenne la vague. C'est l'expression qu'on utilise en natation. Oui, en course à pied ou en vélo, on dirait prendre l'aspiration. C'est exactement le même principe. Et croyez-moi, ça marche. Ah mais j'en suis sûr. On l'a vu, souvenez-vous, avec le relais 4x100 français. On va revenir sur cette terrible désillusion des Jeux Olympiques de Pékin, le relais 4x100 avec ce nageur américain. Je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, ce nageur qui s'entraînait à Santa Barbara, donc je devrais me souvenir qu'il avait pris la vague d'Alain Bernard dans le relais pendant tout le premier 50. Il avait surfé sur la vague d'Alain Bernard en étant 40 cm derrière lui et il l'avait passé dans le deuxième 50. Le passage pour Gregorio Paltrinieri qui continue de gérer sa course avec Damien Joly toujours dans son sillage et Jan Michka en troisième position. Les trois hommes qui font un cavalier seul pour l'instant. Et les Three Amigos de ce 1500 mètres. Nouvel intermédiaire, alors qu'on a dépassé les 10 minutes de course et qu'on a dépassé le kilomètre et que entre temps, eh bien, Sophie a peut-être eu le temps de retrouver. J'espérais un petit SMS, mais non, j'ai retrouvé le nom. Vous l'avez fait toute seule comme une bande. Exactement, Jason Lesac. Voilà, nageur qui était un des plus grands sprinteurs américains à cette époque. Et c'est vrai qu'on ne mesure pas toujours la partie stratégique dans un relais 4x100. On a eu l'occasion d'en parler ce week-end aussi parce que il y a vraiment un travail particulier. On a l'impression que c'est simplement aller le plus vite possible. Pas du tout. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est en ça que les Français ont un savoir-faire également. Aujourd'hui, ils savent comment positionner les nageurs de façon à avoir le relais eh bien, le plus performant possible. Et on l'a vu encore à l'occasion des championnats du monde. Optimisation du relais et toujours ce même trio de tête, même si Michka désormais a un dixième d'avance sur Damien Joly. Paltrinieri devrait être quand même capable d'accélérer dans la deuxième partie de course. Là, maintenant il reste un tiers de course. On l'a vu sur ce plan, hein, merci à l'image, il y a quasiment pas de travail de jambes. Hein. C'est assez hallucinant, il nage qu'avec les bras. Effectivement, plus la distance augmente et plus on risque effectivement de trouver des nageurs qui ne nagent que sur les bras. On sait que les jambes sollicitent énormément cardiaquement. Donc, on voit un nageur comme Sagnan qui a quand même un peu plus de battement, qui utilise davantage ses jambes que Paltrinieri. Mais Paltrinieri, c'est tout sur la fréquence de bras et absolument sans jambes. Alors les jambes sont un peu propulsifs quand même, mais servent surtout de balancier pour bien équilibrer sa nage. Et c'est un nageur par contre qui est capable d'accélérer dans les 100 derniers mètres et surtout dans le dernier 50, vous allez voir qu'il va être capable de mettre un peu plus de jambes. Il a mis une petite seconde à Michka en tout cas. Alors qu'on va bientôt atteindre. Regardez, il a accéléré la fréquence de bras. Là, il a vraiment accéléré sur les bras, toujours sans jambes pour distancer ses adversaires. Au championnat du monde, on avait eu peur pour lui. Hein. Il avait dominé la course de bout en bout et il avait ce nageur américain Conor Jagger qui revenait dans les 300 derniers mètres, qui était pratiquement pendant toute la course 3 secondes, entre 2 et 3 secondes derrière lui. Une course de traînard, 4 longueurs à effectuer encore pour Paltrinieri et ses poursuivants. Il a décidé, après 1200 mètres à peu près, un peu plus d'un kilomètre en tout cas, de prendre cette distance, de prendre le large, d'assurer cette victoire, de ne pas laisser l'occasion à ses adversaires de le surprendre dans les dernières longueurs. Et Damien qui se bat maintenant avec Michka pour décrocher la deuxième place de cette finale. Un petit dixième d'écart entre les deux nageurs simplement, entre le Tchèque et le Français. Regardez cette accélération de Paltrinieri dans le dernier 400. Et c'est
c'est impressionnant parce que lorsqu'on est rentré dans un rythme après plus d'1 kilomètre, pas si facile de modifier tout de suite la fréquence et la vitesse. Ouais, mais il est quand même largement au-dessus, Patrinieri, dans le premier 1000 mètres, il s'est contenté de surveiller ses adversaires. Et toujours la lutte pour la deuxième place avec Mishka qui est repassé devant, mais aucun écart rédhibitoire entre les deux hommes. Patrinieri, certes, qui va s'imposer. On parlait du battement, regardez Damien Joly, là qui est en train d'accélérer sur ses jambes. Il en est déjà. Pour essayer effectivement dans le dernier 50 d'aller chercher le nageur tchèque. Il est passé devant pour l'instant, Damien Joly. Est-ce que ça va suffire? 1 seconde quasiment d'avance. Et Patrinieri qui accélère encore sa fréquence de bras. Regardez le battement. Ça se bat derrière pour la deuxième place, c'est super. Avec Yann Mishka, numéro 5, avec Damien Joly, la ligne de numéro 3. Patrinieri qui se contente de remporter cette course. Et ça se bat derrière pour la Johnny Mishka. Damien Joly a tout petit avantage probablement. Mais c'est pas certain. Non, c'est pour Mishka. Eh oui, Yann Mishka. La deuxième place pour le Tchèque, 15,07,75 contre les 15,08,07 de Damien Joly. 3 dixièmes, 30 centièmes d'écart simplement. Mais un nouveau podium pour Damien Joly est parfaitement mérité. Médaille de bronze pour le nageur tricolore. Et la victoire, comme on pouvait s'y attendre, du néo-champion du monde, Gregorio Patrinieri. Il a fait le boulot, Grégoire. Ouais, il a fait une course d'attente. Il a 25 secondes à tout temps qu'il a réalisé à Kazan, mais de toute façon, ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'était gagner cette course. Et la 4e place pour Joris Bouchour, 15,12,63. Patrinieri, Mishka, Joly, le podium de ce 1500 mètres nage libre. Messieurs, alors, on a commencé cette